Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 164. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news cette semaine-ci, vu qu'il y avait les RTX 3000, je me suis concentré là-dessus, mais il y avait quelques news qui sont arrivées, notamment au niveau de certains smartphones sortis, ou même au niveau SpaceX. Première news justement concernant un de ces smartphones qui est sorti, ou plutôt qui va bientôt sortir, c'est le Redmi K30 Ultra de Xiaomi. Et vous allez voir, c'est un téléphone qui selon moi a l'air parfait pour beaucoup de gens. Donc on a un écran 6,67 pouces, 1080p, donc largement suffisant. AMOLED, donc ça c'est encore mieux. 120 Hz aussi, donc ça c'est même encore mieux. Pas de trou, pas de notch. Il y a une caméra pop-up. Pour beaucoup de gens, la caméra pop-up convient parfaitement. Surtout que c'est la même caméra pop-up qu'on a vu dans pas mal de smartphones. C'est exactement la même. Donc le design est éprouvé. Et depuis le temps qu'on l'a dans certains smartphones, depuis maintenant 2 ans pour information, ben on voit que la durabilité est très bonne avec ces caméras pop-up. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau étanchéité, au niveau de l'eau, mais pour la plupart des gens, même moi, si j'ai un téléphone étanche, je m'amuse pas à le mettre dans l'eau. Bref, donc déjà, ça commence bien ici. Ensuite, on a un quad setup de caméra. Bon, ça, il y en a certaines qui seront bonnes, d'autres qui seront plus là en mode hey, on l'a mis là pour que ça fasse plus impressionnant au niveau des specs. Mais bon, le capteur principal fait 64 mégapixels, donc ça devrait donner des photos respectables. Après, je m'attends pas non plus à des trucs incroyables par rapport à d'autres téléphones haut de gamme. C'est souvent ici que ça souffre le plus sur les téléphones plus milieu de gamme. 13 mégapixels en ultra-wide, on a un 5 mégapixels téléphoto et aussi un capteur pour détecter la profondeur. Ça sert pas à grand chose selon moi, mais bon. On a ensuite le reste des specs. On a 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh, donc très bon. Et au niveau stockage, il me semble qu'il y avait jusqu'à... stockage, c'est assez habituel, voilà. 128 Go, 128 Go avec plus de RAM, 256 Go et jusqu'à 512 Go. Du coup, vous allez me dire, ok, il reste 2 trucs très importants, le prix. Alors, le prix annoncé est de 389 $, donc il coûtera moins cher que le OnePlus Nord, pour information, et ça semble être un concurrent direct du OnePlus Nord. Je dirais même que selon moi, selon les specs, il est même meilleur. Sauf pour un petit dernier truc, vous pourriez vous dire le processeur. Pas de Snapdragon ici. On a un MediaTek Dimensity, oui, 1000 plus. Et vous êtes en mode, what? C'est quoi ça? Alors, c'est un nouveau processeur, ou plutôt une nouvelle ligne de processeur par MediaTek. En général, quand vous entendez MediaTek au niveau processeur, à part si on remonte à X années, vous devez vous dire, pas forcément très bon, mais en réalité, ils ont l'air excellents. Il y a un petit article ici sur NotebookCheck où vous avez une comparaison. Alors, le processeur vient à peine de commencer à arriver sur le marché, donc on a encore peu de comparaisons, mais ici, il y avait une comparaison entre ce processeur-là, le Snapdragon 865, pas la version Plus, et le Kirin 990, qui est, je vous rappelle, le processeur de Huawei. Et comme vous pouvez voir, il se débrouille plutôt bien. Dans certaines tâches, il est même devant le Kirin. Dans d'autres tâches, il est un peu en retrait. La plupart du temps, il est quand même devant. Il arrive à la cheville du Snapdragon 865. Et ici, on parle d'un téléphone qui coûte 389 $. Donc ouais, ça c'est cool à voir que déjà Mediatek a réussi à revenir dans le game parce que on peut le dire, hein, Qualcomm a dominé le marché du smartphone pendant pas mal d'années et c'est pas bon au niveau des prix. Forcément, vous devez bien vous en douter parce que quand vous dominez le marché, vous pouvez mettre les prix que vous voulez et tout le monde est obligé de suivre. Du coup, c'est vraiment bien d'avoir de la concurrence ici et ça semble être un très bon processeur. Et l'avantage aussi de Mediatek, c'est qu'ils aiment bien mettre leur processeur à des prix plutôt honnêtes et donc ça nous permet d'avoir ce genre de smartphone qui coûte vraiment pas cher pour la liste de specs. Donc ouais, j'essaierai de voir, et l'écran est plat aussi normalement pour ceux qui se demandent. Il me semble, non? Ah, quoi qu'il est peut-être un peu courbé. Normalement, il devait être plat, si je me souviens bien. Il n'y a pas de bonne photo sur le côté. Ah, normalement, il est plat. La photo de côté semble montrer qu'il est plat. Donc ça, c'est aussi un autre avantage pour ceux qui n'aiment pas les touches accidentelles sur le côté. Donc ouais, il a l'air vraiment bien. J'essaierai de mettre ma main dessus pour vous faire une vidéo parce que, comme j'ai dit, moi, j'essaie maintenant de traiter surtout les smartphones vraiment intéressants parce que, ouais, j'annonce souvent quand même quand il y a les gros smartphones qui sortent, mais bien souvent, je vous le dis, coûte trop cher pour la plupart des gens et pas forcément... C'est bien, hein, ça... C'est les flagships, c'est ce qui influence le marché du smartphone, mais les smartphones que tout le monde achète,
Et c'est cela. Donc ouais, le dernier truc qu'il faudra voir, c'est aussi MUI. C'est l'interface de Xiaomi, je vous rappelle, qui est... Ça va, ça s'améliore, mais c'est clairement pas au niveau de OnePlus. Et je pense que c'est vraiment... Xiaomi, si vous regardez, bon, ils regardent jamais cette vidéo, mais c'est le dernier truc qu'ils ont besoin d'améliorer. S'ils ont même une interface qui est presque aussi bien que OnePlus, aussi bien optimisée, tout ça, et qu'ils updatent leur téléphone au moins 2 ans, mais je dirais que 3 ans serait bien, ce serait des rouleaux compresseurs sur le marché, franchement. Là, il y a beaucoup de gens qui achètent quand même Xiaomi, même s'ils savent que l'interface n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup de gens qui achèteraient si justement c'était parfait. Le traitement photo aussi pourrait être amélioré sur certains de leurs appareils, même s'ils se débrouillent encore pas trop mal comparé à certains qui ont vraiment du mal. Bref, du coup on verra bien ce que ça donnera si j'arrive à mettre la main dessus. Ensuite, on a une news qui fait, on va dire, rapport avec la semaine dernière. Je vous avais montré que les caméras sous écran arrivent bientôt. ZTE a annoncé un smartphone justement comme ça, avec une caméra sous écran. Donc pas de pop-up ici, c'est sous l'écran, caché. On ne le voit pas, mais c'est des images promotionnelles, donc faut tenir compte. Mais on a quelques autres images. Vous voyez que par exemple, si le fond est rouge, on le voit un petit peu plus, on voit le petit carré. Donc ça, c'est plus quand il y a des gros aplats de couleurs. Quand vous allez regarder votre téléphone normalement avec une vidéo YouTube ou autre chose, vous le verrez beaucoup moins évidemment, ça semble logique. Mais ça semble plutôt bien fait, hein. Franchement, c'est dur. C'est là normalement qu'il est. C'est dur de le voir. Voilà, avec une lumière, on peut le voir directement quand l'écran est éteint. Mais c'est dur de le voir en fait. Du coup, ça nous donne un smartphone qui n'est pas martyrisé par cette notch où il n'y a pas un trou quelque part pour la caméra selfie que pas tout le monde utilise. Et on peut profiter pleinement de l'écran qu'on a. Il y a toujours une petite bordure en bas, c'est certainement pour les drivers de l'écran. Ça, il y a toujours besoin. Mais globalement, ouais, ça fait vraiment téléphone moderne. Ça fait plus 2021. Alors qu'à l'heure actuelle, avec les notches, les trous et tout ça partout, on se dit c'est toujours un petit peu le bricolage, comme j'ai dit souvent. Sinon, au niveau du reste des specs, l'écran fait 6,92 pouces pour information, donc il est massif. C'est du 1080p, un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4220 mAh. Donc, ce sera un smartphone milieu de gamme pour ceux qui se demandent, donc 321 $, normalement annoncé, enfin en Chine en tout cas, il faudra voir dans les autres pays. Je vous rappelle qu'évidemment ce téléphone est banni aux États-Unis vu que ZTE s'était fait bannir des États-Unis, un petit peu comme Huawei. Enfin, pire que Huawei, parce que Huawei, ils sont juste interdits d'utiliser des logiciels Google, alors que là, c'est carrément, ils sont bannis, donc voilà, il faut en tenir compte. Mais bon, nice, moi je dis en tout cas, c'est pas forcément ce téléphone, mais genre ça montre que ça arrive. Donc à mon avis, 2021 va être l'année... 2020 a été l'année des écrans 120 Hz, 90 Hz, même s'il y en avait déjà qui avaient commencé avant. 2021, selon moi, va être l'année des caméras sous écran. Et enfin, on va avoir des téléphones qui font un peu plus modernes. Donc je pense que beaucoup de gens seraient tentés de plutôt upgrade cette année-ci, parce qu'évidemment, tout le monde n'upgrade pas tous les ans. Même largement pas tous les ans. Donc ça pourrait être une bonne année pour upgrade, surtout s'il y a beaucoup de téléphones milieu de gamme avec des très bonnes specs. Ou alors il y a toujours évidemment la solution de la caméra pop-up qui, encore une fois, selon moi, me dérange pas. En plus, l'avantage de la caméra pop-up, c'est que vous savez quand elle est utilisée, vu qu'elle est littéralement obligée de sortir physiquement de votre téléphone. Donc un petit avantage. Ensuite, on passe à des news hardware. L'autre lancement de la semaine dernière niveau hardware, que je n'ai pas traité parce que j'ai passé beaucoup de temps sur RTX 3000, mais de toute manière, je pense que beaucoup de gens l'ont ignoré à cause de justement les RTX 3000, c'est le fait que Intel a annoncé ses processeurs Tiger Lake. Alors, ce ne sont pas des processeurs que vous allez mettre dans votre PC fixe ou autre chose, ce n'est pas des processeurs 10 cœurs, 12 cœurs ou autre chose. Ici, on parle de processeurs pour Ultrabook ou petit ordinateur portable, mais avec beaucoup de puissance quand même. Donc c'est la deuxième génération, entre guillemets, de processeurs qui sont gravés en 10 nanomètres de chez Intel. C'est aussi techniquement une nouvelle architecture par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc ils ont vraiment changé des choses ici. Il y a plus de cache notamment et tout. Normalement, ça devrait aussi fixer les failles de sécurité pour ceux qui se demandent qu'avait Intel dans le passé, vu que c'est vraiment une nouvelle architecture qui est prévue pour. Et aussi, l'une des grosses nouveautés de cette architecture, c'est une partie graphique genre vraiment respectable, au point même que vous n'avez pas besoin d'une carte graphique dédiée à côté. Donc vous voyez que notamment, alors, je vais vous le dire directement, tous les slides Intel sont un peu useless. Intel
AMD le fait un petit peu aussi, mais Intel a maintenant cette stratégie marketing de juste... Le résumé de leur stratégie marketing, c'est juste de dire on est mieux qu'AMD, AMD il sucks, et tout ça, au lieu de juste présenter vraiment les performances de leurs processeurs. Donc, et aussi, ils ont la stratégie marketing, je vous rappelle, on avait déjà vu par le passé, où ils disent que les benchmarks, c'est pas réaliste. Vous voyez, un benchmark, c'est pas réaliste. Nous, on utilise des vraies performances réelles. Et quand ils vous disent ça, vous êtes en mode, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il dit, ah, mais on va tester dans telle application, sur les deux systèmes et tout ça. Et en fait, quand ils décrivent ça, c'est juste un benchmark. Un benchmark, c'est juste... Vous pouvez faire un benchmark de tout. Vous êtes en mode, ah, ben je vais benchmark ma voiture. Combien de temps il faut pour aller de 0 à 100 km/h? C'est un benchmark. Vous pouvez benchmark votre PC sans faire tourner un benchmark. Si vous prenez votre dernier jeu à la mode que vous aimez bien et que vous faites exprès d'enregistrer le FPS et tout ça sur une certaine mission du jeu, par exemple, vous faites un benchmark. C'est ça un benchmark. Donc, ils disent qu'ils n'aiment pas les benchmarks, mais ils font des benchmarks. Donc, c'est vraiment chelou. Quoi qu'il arrive, ce qui est malheureux, c'est que toute la présentation est genre assez maladroite niveau marketing comme ça, comme je vous le dis. Au point même que Intel a cité plus de fois le processeur Ryzen 7, donc c'est le Ryzen 7 4800U, que leur propre processeur, c'est pour dire. Hein. Parce que regardez le nom de leur processeur aussi. Alors, en face du 4800U, du coup, donc il y a un processeur 15 watts de chez AMD, nous avons le processeur 15 watts aussi de Intel qui peut être configuré à plus, le i7 1185G7. Donc oui, c'est la même chose qu'on avait vu avec les autres processeurs en 10 nanomètres. Les noms sont imbuvables, franchement. Enfin bref. Dans tous les cas, toute la présentation, je vous le dis, est vraiment un peu maladroite et tout ça. Mais ça ne changerait au fait que réellement, ces processeurs sont intéressants pour des ultra portables. Et c'est dommage que Intel se soit concentré encore une fois à faire des trucs, ce genre de trucs niveau marketing, alors qu'ils auraient pu juste montrer à quel point leur processeur était intéressant. C'est vraiment dommage. Ah, je vois que la caméra avait encore freeze. Pour ceux qui se demandent, le Camlink a des problèmes des fois quand il est sur un certain bus USB. J'ai l'impression que quand il dépasse la limite de bande passante ou d'énergie consommée peut-être, il freeze. Et il se rattrape jamais de lui-même. Une carte d'acquisition normale se rattraperait d'elle-même. Genre elle freezerait pendant une seconde, puis hop, elle recontinuerait. Le Camlink, lui non, il freeze et puis il disparaît. Donc ouais, j'ai remis la capture normalement. Mais bon, bref, ces processeurs sont plutôt intéressants. Je sais même pas quand ça a freeze. J'espère que ça n'a pas freeze trop tôt. Parce que le problème, c'est que j'ai mon retour qui est trop sur la droite. Je ne le vois pas toujours. Ça changerait en fait que ces processeurs sont plutôt intéressants. Ils ont vraiment une partie graphique très puissante. Plus puissante même que les processeurs AMD similaires en termes de prix et tout ça. Donc notamment le 4800U. Donc réellement, ça va être des processeurs très intéressants pour beaucoup de gens. Vous pourrez jouer à des petits jeux AAA, en réduisant les graphiques évidemment, ou à des jeux e-sport surtout, notamment League of Legends et tout ça, ne demande pas beaucoup de performance, eh bien ce sera parfait. Ou Counter-Strike par exemple, ou Minecraft aussi, forcément. Vous pourrez jouer sans problème avec ces processeurs-là. Donc on verra bien ce que ça donnera, parce qu'évidemment jusqu'à maintenant on a surtout des benchmarks. On n'a que les chiffres Intel qui sont très genre, oh regardez, on a testé dans des vrais benchmarks, non, des vraies conditions réelles, parce qu'ils ne disent plus benchmark. Enfin, ils disent qu'ils ont quand même benchmark. Enfin, bref. Dans tous les cas, on verra ce que ça donnera dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre, c'était peut-être pas le bon moment pour lancer leur processeur, parce que ils l'ont lancé littéralement le jour après l'annonce des RTX 3000. Genre, qui s'est dit que c'était une bonne idée? Ils auraient dû décaler Franchement, ils auraient dû décaler. Ils auraient pu décaler. Parce que de toute manière, tout était en ligne. Il n'y avait personne qui se déplaçait physiquement. Ils auraient pu décaler de juste une petite semaine. Et ça aurait été nickel. Ou même quelques jours. Mais non, ils l'ont fait le jour après. Pas très intelligent. Ensuite, on a de plus en plus de rumeurs sur ces fameuses RX 6000, le Big Navi. Donc, ce seraient les grosses cartes graphiques AMD qui doivent concurrencer Nvidia pour information. Donc évidemment, avec l'annonce des RTX 3000, beaucoup de gens sont concentrés justement là-dessus. Mais il faut rappeler, oui, que normalement, AMD devrait sortir des cartes graphiques en cette fin d'année. On a encore très peu d'informations dessus. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est ça, se concentre à des rumeurs, honnêtement. Genre, oui, ce sera X% plus performant ou autre chose, mais au final, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est une nouvelle architecture, c'est RDNA 2.0 pour information. Et ça devrait quand même améliorer pas mal de performances. Les RX 5700, même si c'était pas
forcément toujours les plus efficaces au niveau énergétique, étaient très bonnes au niveau performance, faut pas déconner. Du coup, ben, on s'attend à un peu de concurrence parce que forcément, même si les RTX 3000 sont excellentes, même si Nvidia a enfin décidé de revenir à des prix raisonnables, ça ne fait pas de mal d'avoir de la concurrence. Ça fait vraiment pas de mal d'avoir de la concurrence. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Mais pour le moment, vous allez voir beaucoup de rumeurs. Il y a eu un teasing d'ailleurs dans Fortnite, ce qui est un peu bizarre vu que Fortnite va avoir le RTX. Enfin bref, où c'était écrit Something big is coming to the AMD Battle Arena. Donc en gros, quelque chose de gros arrive dans l'arène de bataille voilà, d'AMD. Donc en gros, ben, yep, c'est pour teaser quoi. On verra ce que ça donnera. Par contre, un truc que personnellement j'aime bien répéter avec AMD, c'est que j'aime beaucoup AMD. Ils font des cartes graphiques intéressantes. J'ai déjà eu des cartes graphiques AMD, 2 cartes graphiques AMD pour information. J'avais une HD 4800, non 4900 à l'époque, et ainsi que la, non c'était la 4800. Il me semble que c'était la 4800, 4890. Voilà, 4890. J'ai aussi une 7850, c'était ça? Ou 7800? Je ne sais plus. Oh, ça fait longtemps. C'est des bonnes cartes graphiques. Mais bien souvent, selon moi, AMD est fort quand il vise le marché que tout le monde achète des cartes graphiques, genre 300, 400 euros. C'est là qu'ils ont leur force. Donc j'ai toujours un petit peu peur quand AMD sort des grosses cartes graphiques, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent des grosses cartes graphiques, c'est toujours... Ouais, ça fait peur. En gros, c'est pas toujours le niveau de performance qu'on attendait. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi des gens sont en mode « Ouais, c'était génial » ou autre chose. Donc j'attends, moi. Personnellement, j'attends, un peu comme j'attends avec les RTX 3000 les benchmarks, pour voir vraiment les niveaux de performance. Mais là aussi, j'attends de voir le vrai niveau de performance, et j'espère qu'AMD n'essaye pas de mordre plus qu'ils ne peuvent manger, et qui vise un marché qui peuvent justement entrer en compétition avec Nvidia plutôt que de sortir des énormes produits qui servent à rien. On a eu d'ailleurs plus de précisions sur les RTX 3000 au niveau de l'architecture, que Nvidia a donné un peu plus de détails, notamment un petit peu la taille des puces. Donc on peut voir qu'elles font 128 mm² pour information. La 2080 Ti avait une puce de 754 mm², ce qui était énorme. C'est-à-dire que quand vous enleviez le refroidissement, la puce en dessous était juste vraiment énorme. Genre presque aussi grosse qu'un processeur, même... Ouais, enfin... Techniquement, elle est plus grosse qu'un processeur, en vrai. C'est juste que le processeur a une énorme plaque de métal par-dessus pour le protéger. Mais si vous enlevez la plaque de métal, le processeur en dessous est beaucoup plus petit. Le gros de la taille du processeur, c'est juste tous les connecteurs pour le connecter à la carte mère. Ici, les GPU ont une puce clairement plus grosse. Donc là, on a eu plus de détails à ce niveau-là. Donc intéressant, on voit notamment le nombre de Tensor Core qui, techniquement, a diminué. Mais il y a beaucoup plus de puissance parce qu'ils sont plus optimisés, tout ça. Un petit peu comme aussi les RT Core qui ont un petit peu diminué sur certains modèles, mais qui au final devraient offrir plus de performance. Donc voilà, un peu plus de détails, mais encore une fois, on n'a pas encore les benches. Donc on attend les benches de tous les reviewers. Et là, on pourra vraiment se décider sur est-ce que c'est vraiment des très bonnes cartes, ou est-ce qu'elles sont bonnes mais sans plus, ou est-ce qu'elles sont un peu décevantes sur certains points. Au passage, ils ont aussi montré du gameplay de Doom en 4K, donc Doom Eternal pour information, face à une 2080 Ti. Ils ont même montré le FPS, donc ça c'était assez étonnant qu'ils montrent le FPS sans le cacher ni rien. Donc si vous voulez le regarder, vous pouvez le trouver sur la chaîne Nvidia, mais si j'y pense, je mettrai le lien aussi dans la description. Et comme ça vous permet de voir, ils montrent justement la différence de FPS au même endroit entre une 2080 Ti et une 3080. Donc ça permet de déjà entrevoir le niveau de performance. Après, évidemment, c'est juste un jeu parmi tant d'autres, et aussi certainement un jeu, s'il monte de gameplay aussitôt, c'est que c'est un jeu qui doit pas mal être optimisé sur les architectures Nvidia, donc il faudra voir ce que ça donnera sur d'autres jeux plus casual aussi, qui ont peut-être pas été aussi optimisés, tout ça. Donc ouais, encore une fois, ça nous rappelle que le plus important avec ces RTX 3000, c'est les benchmarks des reviewers indépendants. C'est ça qu'on attend le plus, c'est eux qui vont vraiment nous montrer les performances dans les jeux qu'on joue, nous, plutôt que tous les benchmarks qu'a choisi Nvidia, qui sont forcément meilleurs, parce que c'est toujours optimisé Nvidia ou autre chose, et que ça ne représente pas forcément les performances pour tout le monde. Donc on attend vraiment les benchmarks, mais c'est quand même cool de voir un petit peu le niveau de performance vite fait. Ok, maintenant, autre news niveau hardware, on va revenir sur l'affaire Megaport. Donc j'avais fait une vidéo, si vous vous rappelez, sur Megaport, où je montrais un de leurs PC fait via leur configurateur PC. Encore une fois, ce n'était pas un de leurs PC prémontés. Et je vous avais demandé pas mal de retours là-dessus. Vous avez été assez nombreux justement à donner des retours.
des retours constructifs. Vous m'avez donné aussi des images par email, certains, qui me permettaient d'évaluer. Merci à ceux qui vous ont envoyé. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, si vous avez envoyé justement des images pour que je puisse regarder, scruter un petit peu sur les images la qualité du montage, merci à vous. Et globalement, j'ai pris tous vos retours, mes retours par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à vous et tout. Et j'ai fait un mail à Megaport pour voir un petit peu ce qui, selon moi, devrait clairement améliorer. Donc, il y avait plusieurs gros points, dont 2 gros points principaux. Premier gros point, c'était les images qu'ils utilisent sur Amazon et même sur leur site des PC. Donc, en gros, des fois, ils mettent une image d'un PC. Vous êtes en mode, oh, nickel, il a l'air génial. Mais le PC que vous recevez n'est pas exactement pareil. La carte graphique est différente, par exemple. Ou la carte mère peut être différente. Et évidemment, c'est un peu problématique, ça. Parce que on vous vend un produit et vous recevez un autre produit, littéralement. Donc, la plupart des sites Internet, c'est pour ça que vous l'avez sur LDLC et tout ça, vont mettre une petite mention légale juste en dessous des images. Photo non contractuelle. En gros, la photo est peut-être pas représentative du produit. Si tu n'as pas la même chose, va te faire. C'est vraiment ça. C'est juste une protection légale. Megaport ne l'a pas. Ils ne mettent pas sur Amazon, pas sur leur site. Et je leur ai dit, ça, c'est illégal. S'il y a quelqu'un qui vous attaque en justice, il va gagner à coup sûr. Et vous perdrez beaucoup plus d'argent, évidemment. Après, évidemment, beaucoup de gens ne seraient pas tentés de le faire, mais il y a un jour, ça va tomber sur quelqu'un qui va vraiment envie de le faire, en fait. Donc, le premier retour, c'était ça, c'est que, selon moi, et c'était mon avis, ils devraient mettre déjà cette mention légale pour se protéger, mais aussi, ils devraient faire en sorte de donner des vraies images, tout simplement. Essayer d'update leurs images et tout ça. Alors, évidemment, c'est pas toujours possible parce qu'ils utilisent des cartes graphiques différentes des fois et c'est une technique assez utilisée sur le marché. En gros, vous pouvez pas forcément, vous avez 10 000 PC à monter, mais vous n'avez pas un stock de 10 000 cartes graphiques qui sont exactement les mêmes. Donc, vous allez prendre des cartes graphiques d'une marque et d'une autre marque. Si vous faites bien votre travail, vous prenez évidemment des cartes graphiques très similaires et ça ne devrait pas poser de problème, normalement. Ici, on n'est pas au niveau de, évidemment, Samsung qui utilise un processeur radicalement différent selon la région du monde où vous êtes. Non, là, c'est techniquement les mêmes cartes graphiques. Elles ont la même RAM, le même GPU. Leur refroidisseur est juste un peu différent. Et normalement, encore une fois, si elles sont assez similaires, ça devrait aller. Mais ici, visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a réellement des grosses différences. Donc, ça, la réponse justement de Megaport par rapport à ça, par rapport à ce premier point, c'est qu'ils vont rajouter la mention légale, mais ils vont pas vraiment changer les images. Et j'étais en mode, ouais, donc ça ne sert à rien en gros. Oui, vous vous protégez légalement, mais face aux consommateurs, face à vous, ils ne changent rien en fait. Ils font juste se protéger légalement, mais ils ne font pas en sorte d'essayer d'avoir des photos plus représentatives. Ce qui est évidemment un gros problème. Mais bon, ça c'était le premier point problématique. C'est le deuxième point qui est le plus problématique selon moi. Le choix des pièces. Donc en gros, la technique qu'ils utilisent beaucoup sur Amazon et tous les constructeurs en réalité de PC préassemblés sur Amazon font la même chose. Le but sur Amazon, c'est d'être le moins cher. Donc si vous êtes le moins cher, vous êtes mieux listé, les gens achètent plus, voilà, vous faites plus de ventes. Et aussi, sur le marché globalement, c'est un peu une technique utilisée par beaucoup de revendeurs. Donc la technique de beaucoup de constructeurs de PC est la suivante. Vous faites un PC, vous prenez un boîtier pas trop mal qui est joli. Et il doit juste être joli. Il n'a pas besoin d'être le meilleur, il n'a pas besoin d'être très cher, juste joli. Vous mettez du RGB, les gens sont contents, voilà. Vous prenez un gros processeur, vous prenez un Ryzen 5, un Ryzen 7, 2700X ou autre chose, nickel, quoi, un bon gros processeur. Et puis vous prenez une quantité de RAM respectable, 8 Go, 16 Go, même peut-être un petit peu plus. Mais évidemment, vous économisez, donc vous mettez de la RAM pas trop chère. Pas vraiment un problème parce que la RAM, bien souvent, est construite par... les puces mémoire que vous avez sur la RAM sont construites par 3 grands constructeurs dans le monde, donc au final, tout le monde a un petit peu la même RAM. Le plus important, c'est la vitesse de la RAM et aussi peut-être si elle marche bien avec la carte mère. Bon, ici, c'est un PC prémonté, donc normalement, ça devrait aller. La vitesse sera peut-être pas la meilleure, mais ça va encore. Ensuite, vous prenez une carte graphique plutôt bonne, mais vous prenez pas la plus grosse carte graphique, vous prenez une carte graphique plutôt bonne et un modèle de base quand même, parce que vous voulez économiser. Donc, comme ça, vous pouvez mettre dans le nom de votre listing, vous avez une RTX 2060, mais en fait, c'est une RTX 2060 avec un refroidissement en plastoc. Elle est suffisamment refroidie, mais elle n'est pas incroyable.
seconde, comme je dis, encore une fois, c'est la technique ici. Et puis finalement, les deux dernières pièces que vous sacrifiez, parce qu'il faut réduire le prix, la carte mère. Vous prenez la carte mère la plus basique possible. Juste, il n'y a rien dessus, il n'y a aucun refroidissement pour les VRM. Vous laissez juste le flux d'air normal refroidir les VRM. Donc, c'est les tâches d'alimentation du processeur pour ceux qui se demandent. Donc, c'est par là que vient l'électricité pour alimenter votre processeur. Il est retransformé pour alimenter votre processeur. C'est la carte mère qui s'en charge. C'est un des travaux les plus importants de la carte mère. Et puis, vous prenez une alimentation ultra cheap aussi parce que il faut économiser. On ne va pas prendre une alimentation d'une grande marque parce que ça coûte cher hein, quand même. Comme quoi, faire une bonne alimentation coûte de l'argent. Mais on ne veut pas payer de l'argent. Donc, ouais. Et voilà, vous avez votre PC ultra cheap. Alors, évidemment, c'est un peu problématique de faire ça. Ça semble logique. Mais c'est aussi un problème. Pour moi, le problème ne vient pas forcément que des constructeurs, ça vient aussi des gens. Parce que j'ai déjà des gens qui viennent par mail et qui me disent « Aurélien, tu peux me faire un PC pour 400 € qui fait tourner tous les jeux à fond ?» Et je suis en mode « Non, je ne peux pas. C'est juste pas possible. Je peux te faire un PC qui tournera bien, mais je peux pas te faire un PC qui tournera à fond sur tous les jeux pour 400 balles. Faut arrêter de déconner. » Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent ça, en fait. Ils s'en fichent si c'est pas possible. S'ils voient un listing sur Amazon qui leur dit que c'est possible ou que c'est un PC gamer ultra puissant, ils vont juste l'acheter en fait. Ils se disent « Ah, ben voilà, je vais prendre celui-là. » Donc ouais, il y a déjà ce problème-là. Mais évidemment, on espère mieux de certaines marques. Certaines marques font en sorte d'avoir quand même un PC respectable. Peut-être qu'ils ne seront pas les moins chers. Ils seront un peu plus chers que les autres parce qu'ils auront mis une alimentation plus respectable. Ils auront mis une carte mère potable et pas une carte mère basique. Et du coup, leur PC coûte un peu plus cher, mais au moins, vous avez un PC plus équilibré qui durera plus dans le temps. Donc, il y a certains qui font ça. Et c'est justement ce que j'espérais que Megaport pourrait faire. Donc là, j'aurais donné ce retour de... Mais certaines de leurs configs sont vraiment pas équilibrées. Alors, quand ils font un PC ultra cheap avec un Ryzen 3, donc notamment, ils mettent une carte mère, c'est une carte mère en A320. Les cartes mères en A320 n'ont rien à voir avec les avions d'ailleurs. C'est juste des cartes mères d'AMD qui sont les plus cheap possibles. Donc, pour information, il y avait des cartes mères en A320, B350 et X370 à l'époque. Donc, c'est des vieilles cartes mères en plus, comme vous pouvez vous douter selon le nom, parce que maintenant, on est en X570 et B550, hein, c'est pour dire. Il y a même des cartes mères en A520 qui devraient arriver. Et du coup, c'est des cartes mères ultra cheap. Elles sont basiques de chez basique. Et pour un processeur aussi basique, ça peut aller. Franchement, ça va. Beaucoup de PC, comme j'ai dit, ultra cheap ont ce genre de truc et ça va. Le problème, c'est quand vous mettez un gros processeur dedans. Et c'est ce que fait Megaport avec certaines de leurs configs, notamment sur Amazon, où ils mettent un 2700X dans une carte mère en A320. Et je suis sûr que vous pouvez aller sur les sites des constructeurs de MSI, Asus, Gigabyte et tout ça. Regardez les recommandations de processeurs qu'ils ont avec leur carte mère en A320. Et je suis pratiquement sûr qu'ils ne mettent pas le 2700X dedans. Clairement pas. Donc, ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça va marcher. Ça va marcher, oui. Le PC va fonctionner, no problème. Le vrai problème, c'est que les VRM, les tâches d'alimentation du processeur, va chauffer. Parce qu'il est tout petit, les tâches d'alimentation, et le processeur consomme beaucoup, c'est un 2700X. Du coup, ça va consommer, ça va faire chauffer. Et le problème, c'est que cette chauffe, au fil du temps, va réduire la durée de vie de la carte mère, tout simplement. Et ça va finir par juste pouf, non, je ne veux plus fonctionner, point, fini, votre carte mère est morte, donc le PC est non fonctionnel parce que la carte mère est la pièce la plus importante. Et ça va arriver beaucoup plus vite que si vous aviez une carte mère plus potable, qui pouvait vraiment alimenter ce processeur-là, qui ne chauffe pas autant, notamment. Alors, il y a des techniques pour éviter que ça chauffe trop. Vous pouvez mettre un peu plus de ventilateur. Si vous utilisez un refroidissement de base qui souffle de l'air sur la carte mère, donc pas un refroidissement tour ou un water cooling, ça permet d'éviter un peu ce problème-là. Et c'est ce que font beaucoup de constructeurs de cartes mères cheap, ou plutôt de constructeurs de PC cheap, c'est qu'ils mettent un refroidissement justement qui souffle sur la carte mère. Comme ça, au moins, ça refroidit la carte mère. Ça permet d'économiser. C'est génial. Et en plus, ça permet d'éviter ce problème-là. Mais avec certains processeurs comme le 2700X, ça ne suffit pas. La carte mère n'est juste pas suffisante. C'est juste, il y a un moment, vous dépassez les limites de ce qui est raisonnable. Et c'est ce qu'ils ont fait ici avec une de leurs configs notamment. Et c'est ça que j'avais surtout un gros problème. J'aurais littéralement dit dans le mail, c'est une catastrophe qui attend d'arriver.
juste, c'est la première pièce à coup sûr qui va céder dans le PC et qui va rendre le PC inutilisable. Donc là, la réponse de Megaport était que, selon eux, ils n'ont pas eu trop de retours à ce niveau-là, ils n'ont pas eu de mauvais retours à ce niveau-là et tout ça. Mais encore une fois, je leur ai dit, je n'aurais pas encore répondu, mais je vais leur répondre que, oui, pour le moment, ils n'ont pas les retours. Mais ça va finir par arriver. Et ça va arriver à différents moments pour différentes personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont à peine charger leur processeur et ça va pas être un problème. Ils vont à peine l'utiliser. Mais il y a d'autres personnes qui vont encoder des vidéos et tout ça. Ils vont faire chauffer le processeur à fond, consommer à mort. Et là, ils vont avoir un problème. Et, ça va finir par arriver certainement à beaucoup de gens qui ont acheté ces PC-là. Ça va être certainement le truc qui va péter en premier. Ça et peut-être aussi l'alimentation, parce qu'ils mettent des alimentations vraiment cheap. Et du coup, c'est un problème. Et je leur ai dit, et eux, ils sont en mode, non, on n'a pas trop eu de retour là-dessus, donc ça va, on va rien changer en gros. Et je suis déçu. Je suis déçu de voir ça, parce que selon moi, le meilleur moyen de juger d'une entreprise, ou même d'un YouTuber, ou même d'une personne, c'est de voir comment ils réagissent, comment ils fixent, ou ils essayent de corriger une erreur qu'ils ont commise. Donc, vous faites une erreur, si vous êtes en mode, oh, je suis désolé, je corrige l'erreur, c'est que vous êtes une bonne personne, selon moi, parce que vous essayez de corriger un problème que vous avez introduit. Oui, vous avez introduit un problème, mais tout le monde fait des erreurs. Ici, quand vous avez une marque qui fait une erreur et qui dit « Ok, on va corriger », et vraiment, ils essaient de corriger. Notamment, je me souviens d'EVGA, ils avaient des problèmes d'étage d'alimentation sur leur carte graphique. Ils ont remplacé la plupart des cartes graphiques et tout, directement, nickel. Voilà, ils n'ont pas posé de questions aux gens. Vous avez un problème avec la carte, on vous la remplace et tout. Oui, c'est une bonne façon de réagir. Un peu aussi comme Corsair, eux, ils ont une garantie sur leur water cooling où si un de leurs water cooling, genre dans la période même hors de la période de garantie en vrai, s'ils cèdent sans aucune raison et genre ça répand du liquide partout, ça même tue votre PC, ils ont une garantie comme quoi ils peuvent remplacer les pièces de votre PC carrément. C'est pour dire. Vous voyez, ils réagissent correctement. Ici, par contre, on est dans l'autre cas où une marque est prise la main dans le sac à faire un problème ou a fait une erreur et ils ne corrigent pas vraiment leur erreur. Ils sont en mode « Oh, désolé », et puis ils continuent de la même manière. Et ça, c'est là que vous voyez, selon moi, les bonnes marques et les mauvaises marques. Et selon moi, c'est pas une bonne chose, ça. Ils savent, clairement, je le dis encore une fois, Megaport savent bien monter des PC. Si vous avez pris un PC sur un de leurs configurateurs, j'en ai un juste là, encore une fois, et j'ai vu ceux qui ont déjà commandé sur le configurateur, ils sont bien montés, il n'y a aucun problème. Et comme vous choisissez, vous, les pièces, vous évitez littéralement le problème de Megaport qui est le choix des pièces. Parce que si vous avez choisi vous-même, vous êtes sûr que les pièces sont bonnes. Et donc là, le plus important que Megaport accomplit comme tâche, c'est de monter le PC. Et comme j'ai dit, ils savent monter les PC. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mon PC était nickel. Le câble management était bien. Ils avaient tout bien mis les câbles et tout. Franchement, il y a quelqu'un qui a passé du temps là-dessus. Ça se voit. Et c'est cool à voir. Parce qu'ils auraient pu monter le PC hyper vite fait mettre un petit serre-câble ici et puis basta. Non, ils ont pris du temps. Et il n'y a pas que moi qui ont pris du temps sur mon PC. J'ai vu les images d'autres personnes et réellement, ils prennent du temps à faire le montage des PC. Par contre, ils prennent pas autant de temps à choisir les pièces. Ou alors, ils veulent économiser, encore une fois, parce qu'ils veulent être les moins chers sur Amazon et que tout le monde les achète. Voilà, on connaît tous ça. Donc, ouais. Donc, voilà. C'est un petit peu mon ressenti sur Megaport. Il pourrait être bon. Il pourrait être vraiment bon s'ils avaient des configs genre équilibrés et tout. Il serait vraiment recommandable quoi qu'il arrive. Mais là, ça fait un petit peu genre, oui, ils sont bien, mais il faut prendre leur configurateur. Il faut pas prendre leur PC prémonté. Vous voyez, ça fait trop de oui, mais. Alors que d'autres sites, par exemple TopAchat, je sais que TopAchat fait des bonnes configs, quoi qu'il arrive. C'est pas toujours les meilleures pour le prix ou autre chose, mais elles sont bonnes. J'ai aucun problème à dire, oui, prenez une config TopAchat. N'hésitez pas à me demander mon avis, évidemment, parce que certaines configs TopAchat sont plus équilibrées pour quelque chose, puis pour équilibrer pour autre chose. Donc, il y a des petites différences quand même. Mais voilà, j'ai aucun problème à les recommander. Et j'ai aussi quand même aucun problème à recommander de faire un PC avec le configurateur de TopAchat, comme le configurateur de LDLC aussi, qui est très bon aussi. Même si LDLC est évidemment souvent beaucoup plus cher que la concurrence. Je sais que c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais ici, il y a trop de oui, mais voilà. Donc, personnellement, déçu de voir qu'ils littéralement ils vont rien faire à part juste rajouter une mention légale pour se protéger et puis basta.
et qu'ils adressent pas vraiment le problème et qu'ils juste font l'autruche, en fait. Ils mettent leur tête dans le sol et puis juste en mode, non, il n'y a pas de problème. Selon notre équipe hardware et tout ça, mais je suis en mode, m'en fiche de ton équipe hardware. Tu peux aller demander à plein d'experts en informatique, de personnes qui montent des PC, d'autres vendeurs de PC, cette technique que vous utilisez, vous savez que c'est une technique ultra cheap, qui est faite pour rendre le PC le moins cher possible, mais qui va causer la mort prématurée de ce PC. Et le problème, c'est que j'aurais dit, faire ça, ah oui, c'est cool, vous êtes cheap, mais ça ne vous donne pas des clients qui reviennent. Parce que les clients qui vont avoir un problème avec votre PC, ils vont juste être en mode, prochaine fois, je ne prends pas Megaport. Et c'est un client qui perdront dans le futur. Alors peut-être ils vont faire plein de profits maintenant, mais dans le futur, ils ne feront pas de profit parce qu'ils auront perdu plein de gens. Et petit à petit, leur réputation va se dégrader parce que des gens auront eu des problèmes et tout ça. Donc voilà. Évidemment, encore une fois, il y a plein de personnes qui n'auront pas de problème parce qu'ils ont pris des configs plus raisonnables. Et justement, le fait de choisir une carte mère plus raisonnable avec un processeur raisonnable, ça va, ça passera pendant des années, il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui vont avoir la mauvaise expérience des alimentations cheap et tout ça. Et c'est un problème. C'est vraiment un problème. Et ils ne veulent pas le fixer. Donc, pour moi, c'est une mauvaise chose. Donc, j'ai une autre vidéo qui arrivera sur Megaport. C'est pas une vidéo qu'ils m'ont demandé. Je suppose même que celle-là, ils veulent vraiment pas que je la poste. Parce que l'autre vidéo, ce sera sur les configs Amazon de Megaport spécifiquement. Et on regardera chaque config qu'ils ont posté sur Amazon. Et on évaluera les pièces, tout simplement. On regardera, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes. Et voilà, ça va se résumer à la carte mère est pas bonne, l'alimentation, on voit même pas ce que c'est, mais elle est certainement pas bonne. La RAM, ça va, la carte graphique, ça va, le processeur, ça va. Encore une fois, ça va être la même chose que j'ai dit maintenant. Il y a moyen de faire un bon PC cheap, mais il sacrifie un petit peu de trop. Bref, on va rester là pour ce sujet-là en particulier. Si vous avez d'autres retours par rapport à Megaport, n'hésitez pas à m'en donner. Ensuite, une petite news au niveau SpaceX, plutôt intéressante. Donc, si vous ne savez pas, SpaceX est en train de développer une nouvelle fusée. Donc, ils ont la Falcon 9, très bonne fusée, qu'ils ont pas mal améliorée au fil des années. On a vu, ils ont lancé justement des astronautes avec. Il y a aussi la version Heavy qui peut apporter ces gros satellites en orbite et tout, et qui est en partie réutilisable, surtout les boosters. Hein. Ils ont même fait atterrir un booster, c'était une nouvelle mission Starlink, ça devait être celle-là. Ils ont fait atterrir un booster pour la 6e fois, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé 6 fois, le même booster. Et pour information, c'est pas comme en grande partie la navette spatiale où ils remplaçaient tous des trucs dessus et tout. Le booster, il remplace certainement quelques trucs, mais globalement, c'est à peu près le même booster. Il ne le nettoie même pas, il ne le repeigne même pas, c'est pour dire. Et du coup, c'est assez exceptionnel déjà ça. Hein. Franchement, 6 fois. Réutiliser une fois, c'est cool, mais 6 fois d'affilée, c'est vraiment génial selon moi. D'ailleurs, normalement, ils devraient le réutiliser une 7e fois. Leur but, c'est de les réutiliser 10 fois, pour information, pour ceux qui se demandent. Et ils utilisent surtout sur leur mission Starlink, qui est leur constellation de satellites en basse orbite pour fournir Internet, pour ceux qui se demandent. Donc ça leur permet de lancer de manière très cheap leur constellation, parce que du coup, ils réutilisent des fusées qui ont été payées par d'autres entreprises pour lancer un autre satellite lors de sa première mission, quoi. Donc c'est plutôt intelligent, même s'il y a un coût de remise en service, évidemment. Il faut quand même en tenir compte que c'est pas juste « Oh, c'est gratuit parce qu'on le réutilise hein. ». Donc là, ils continuent le développement de BFR, qui est leur nouvelle fusée, plus d'une 120 mètres de haut, justement, plus puissante que la Saturn V, qui est la fusée la plus puissante jamais construite, pour ceux qui se demandent. Elle n'est plus en service, donc la deuxième, enfin, pas la deuxième fusée, mais la fusée la plus puissante en service à l'heure actuelle, c'est la Falcon Heavy, pour information. Donc là, ils sont en train de développer une fusée genre monstrueuse, qui peut apporter jusqu'à 100 tonnes en basse orbite. Pour information, une Falcon Heavy peut apporter un peu plus de 20 tonnes en orbite, donc ça vous donne la différence de capacité ici. Et évidemment, le but de Starship, enfin plutôt de BFR et de Starship aussi, on en parlera après, c'est d'aller un peu partout dans le système solaire. C'est d'aller sur Mars, c'est d'aller sur la Lune, et ça, c'est plutôt cool. Donc, là, ils testent surtout Starship, c'est la partie supérieure de cette fusée, c'est le 2e étage, comme on dit, c'est la partie qui va vraiment dans l'espace et qui transporte les satellites ou les êtres humains qu'il y aura dedans ou le cargo. Et du coup, ils ont fait un nouveau test. Donc là, ils ont le SN6, c'est le prototype 6 en gros, et qu'ils ont testé de faire voler jusqu'à 150 mètres. Donc on a une petite vidéo ici que vous pouvez voir. Non merci, je ne veux pas me connecter.
Donc il décolle d'un côté, il plane un petit peu et puis il atterrit sur le pad en béton juste ici. Vous avez d'ailleurs Starhopper qui était le premier prototype où ils avaient déjà accompli cette tâche-là de juste monter à 150 mètres puis de redescendre. Donc là, le SN6 c'est le deuxième à faire ça, des vrais prototypes Starship. Celui qui avait déjà fait ça, on l'avait déjà vu dans un Texama Show, c'était le SN5. Et ils ont pour information déjà le SN8 qui devra arriver, qui lui va faire des tests normalement en haute altitude, donc jusqu'à 20 000 mètres, donc 20 km d'altitude. Et pour information, la barrière de l'espace, celle que beaucoup de gens s'accordent pour dire, c'est une centaine de kilomètres en tout cas. Donc c'est à partir de 100 km vraiment que vous êtes dans l'espace en gros. Donc on est encore loin de l'espace évidemment, mais c'est pour tester quoi. Donc là ce sera pour tester l'aérodynamique. Et donc voilà, atterri, nickel, ça s'est bien placé. Ça s'est mieux passé que SN5. C'était plus fluide, ça se voyait vraiment, il décollait tranquillement, il posait tranquillement par rapport à SN5 où littéralement une partie du pad a volé en éclats. Donc voilà. Mais bon, bref. Bien passé et tout, donc nickel de voir que ça continue d'avancer. Je suis énormément ça. En réalité, personnellement, je suis assez fan de voir ce qu'ils font. Bon, je suis assez fan de l'espace de manière générale. Donc, pour moi, toutes les entreprises qui envoient des choses en orbite, pour moi, c'est génial, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même cool de voir le développement hyper rapide de SpaceX parce que ça, chaque semaine, il se passe quelque chose, en fait, avec eux. Donc là, ils ont commencé à construire le booster, donc l'énorme booster qui sera en dessous de Starship, qui va apporter le gros de la puissance. Il y aura normalement, ils ont révisé un petit peu à la baisse leur nombre de moteurs parce qu'ils vont un peu gérer un petit peu les choses différemment, mais ça devrait être un booster avec 28 Raptor. Donc les Raptors, c'est les moteurs qu'ils utilisent, designés par eux-mêmes. Ici, il y avait un seul Raptor sur ce prototype pour information. On le voit, hein. On voit son... Comment on appelle déjà en français? Je sais le nom en anglais, je sais plus le nom en français. On voit la sortie, voilà, du moteur, on va dire comme ça. On le voit ici d'ailleurs un petit peu. Il n'y en a qu'un pour le moment. Et vous voyez déjà le niveau de puissance. Bon, évidemment, c'est pas le full Starship, il doit aller encore un peu plus haut. Il devra avoir des petites ailes pour réatterrir. Alors, c'est pas vraiment pour planer, hein, c'est plus pour contrôler sa descente dans une atmosphère, notamment celle de Mars. Mais bon, dans tous les cas, très impatient de voir ce qu'ils vont faire. Évidemment, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais moi, j'aime bien suivre ça. Vous voyez aussi d'ailleurs le pad, leur nouveau pad qu'ils sont en train de construire ici. C'est le pad orbital, normalement. Donc, ce sera le pad qu'ils vont utiliser pour les premiers tests, certainement, du booster. Et peut-être même pour le premier lancement d'un full BFR, quoi. Donc, avec le booster et le Starship par-dessus. Et là, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. Pour information, d'ailleurs, ils veulent certainement tester... ils veulent lancer des êtres humains déjà dessus, hein, forcément. Ils veulent notamment lancer un milliardaire japonais dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, qui veut faire une mission qui s'appelle Dear Moon. Donc en gros, il va aller avec lui et des artistes autour de la Lune et puis revenir sur Terre. Et du coup, le faire avec une dizaine de personnes, si je me souviens bien. Et donc ça, ce sera certainement l'une des premières missions avec des êtres humains sur Starship. Normalement, c'était pas prévu pour 2022. À mon avis, pas 2022. On verra plutôt en 2024. Ce serait déjà pas mal, 2024, honnêtement. Mais ça va arriver. Et du coup, en attendant, parce qu'évidemment, on ne peut pas lancer une fusée pour la première fois avec des êtres humains dessus, ils doivent le tester d'abord. Donc là, ils testeront avec notamment les missions Starlink, encore une fois. Donc, ils vont lancer plein de satellites Starlink avec ces fusées-là, qui sont full réutilisables. Hein. Donc, ça permet aussi de tester j'arrive plus à le dire. La réusabilité Moi, plus parler bien, ok? Dans tous les cas, ils vont tester à fond. Donc, ça devrait être plutôt intéressant. Donc, ça, je continuerai de vous tenir informé au fil du temps. Je pourrais en parler chaque semaine, honnêtement. Il y a de quoi en parler chaque semaine. Mais j'en parle une fois de temps en temps pour pas trop vous enterrer sous 300 000 trucs d'informations chaque semaine. Mais ouais, en tout cas, ça continue d'arriver et c'est plutôt cool. Et enfin, un petit dernier sujet qui est en rapport avec Starlink, justement. Vous avez toujours cette petite guéguerre entre les astronomes et justement SpaceX. Pourquoi? Parce que Starlink, c'est le but, c'est de mettre des dizaines de milliers de satellites en orbite, en basse orbite aussi, donc à 600 km même pas de la surface de la Terre. Donc ils sont assez visibles pour les astronomes surtout quand le soleil se couche ou se lève, parce que comme les satellites sont plus hauts dans le ciel, vous avez déjà dû le voir si vous habitez à côté d'une montagne, vous avez déjà été à la montagne, quand le soleil se couche, ben, il fait sombre au niveau du sol,
hein, là où, au plancher des vaches, on peut le dire, mais le dessus de la montagne est peut-être encore éclairé pendant 10 minutes en plus parce qu'il est plus haut, tout simplement. Donc, comme le soleil passe sous la ligne d'horizon, il éclaire toujours le dessus de la montagne. Eh bien, il y a la même chose avec les satellites. Si le satellite passe au moment où le soleil s'est couché à peu près partout, mais il est toujours là, techniquement, il éclaire toujours le dessus du ciel, notamment les nuages, eh bien, un satellite qui passe sera beaucoup plus visible. Et le problème avec Starlink, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, donc ils sont forcément visibles. Surtout quand ils sont en train de monter dans leur orbite finale, ils sont extrêmement visibles. Du coup, SpaceX a essayé de mitiger le problème. Ils ont notamment mis une meilleure peinture pour moins refléter de lumière. Il est configuré différemment pour que leurs panneaux solaires soient mis différemment pour pas qu'ils reflètent autant de lumière. Ils essayent d'aider, mais évidemment, c'est impossible de fixer totalement le problème. Il y aura toujours un petit peu de réflexion de lumière, quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a un petit peu la communauté une grosse partie de la communauté d'astronomes, même s'ils ont dit que c'était cool que SpaceX essaye de fixer le problème, il y aura toujours un problème. Et du coup, la question est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en orbite plus de 10 000 satellites? Pour information, il y en a un peu plus de 2000, genre maintenant, hein, dans le ciel, sans compter les débris, tout ça. Dans le ciel, vous avez 2000 satellites, un peu plus de 2000 satellites en orbite fonctionnelle, de tous les pays, de toutes les entreprises et tout ça. Bon, maintenant, il y en a plus de 3000 certainement parce qu'il y en a déjà 700 satellites Starlink en orbite. Et il doit en avoir plus de 10 000. Et même le plan de SpaceX, apparemment, c'est d'atteindre les 40 000 satellites en orbite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais même avec 10 000 satellites, ouais, ça posera des gros problèmes au niveau de la pollution lumineuse pour les astronomes. Donc, yep. Personnellement, je suis un peu partagé parce que c'est vrai, c'est un vrai problème et j'aime beaucoup l'astronomie. Et c'est un problème de ne pas avoir... il y a beaucoup de nouveaux, notamment télescopes qui sont en train d'être mis en place, des énormes télescopes d'ailleurs mis en place, qui vont nous offrir des images incroyables du ciel, de l'univers. Et ils vont être en partie... pas gâcher autre chose, mais ils devront travailler en plus pour enlever les datas, enfin, la lumière qui vient de ces satellites Starlink, parce qu'ils devront filtrer selon l'endroit où ils étaient dans le ciel et tout ça. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Donc c'est pas parfait, mais aussi d'un autre côté, je suis en mode c'est bien aussi d'avoir une constellation de satellites en basse orbite qui nous fournissent Internet, parce que du coup, si vous habitez en campagne, vous n'avez plus besoin de... Voilà, vous avez enfin une bonne connexion Internet, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on vous tire un câble jusqu'à votre maison, qui est peut-être trop loin de n'importe quoi en fait. Donc voilà, c'est un mal pour un bien pour un mal, c'est pas parfait. Il y a pas, selon moi, il n'y a pas de clairement, lui est méchant, lui est gentil. Yep, il y a débat là-dessus. Après, il faut tenir compte aussi que quand même, SpaceX est en train de développer une nouvelle fusée qui est, encore une fois, BFR, qui va pouvoir mettre 100 tonnes en orbite, en basse orbite en tout cas. Donc imaginez les satellites télescopes que vous pouvez mettre en orbite avec ça. Et du coup, on va rester là pour ce Tech Sama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.